Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Stéphane, bon vendredi. Bonjour, Mario Dumont. Je ne sais pas s'il va faire beau chez vous, mais il fait sur Paris un temps phénoménal. Et en un an de météo parisienne, c'est la plus belle semaine. Fait que j'ai le sourire d'en nous, face. il a fait beau. Ça a été l'été là, pendant quelques jours, mais là, on est revenu solide en automne. Et ça ressemble à ça pour la fin de semaine aussi. On a parlé beaucoup des États-Unis, évidemment, là, au cours des derniers jours, mais tu veux attirer nos yeux aujourd'hui sur l'Ukraine, où c'est toujours la guerre là-bas. Ça bouge relativement peu, là, l'avancée minime des uns et des autres, mais il continue à y avoir des morts et de la destruction. Est-ce que l'Ukraine pourrait chercher un compromis? Alors, c'est ce sur quoi je veux effectivement attirer l'attention parce qu'il y a une ouverture toute menue, partielle, mais qui semble marquer un changement de discours de la part de M. Zelensky, qui était venu, tu t'en souviens, aux Nations Unies avec son plan de paix, qui a aussi passé beaucoup de temps dans les capitales européennes au cours des dernières semaines pour dire qu'il a le plan, enfin pas plan de paix, plan de la victoire, qui impliquait donc qu'il y a une solution pour l'Ukraine qui pourrait être militaire et politique, qui permettrait d'obtenir ce qu'ils veulent face à la Russie. Et là, c'est le Financial Times qui, le premier dans les grands médias occidentaux, a rapporté ça, c'était mardi. Une petite ouverture parce qu'il y avait des négociations, si elles n'étaient pas secrètes, extraordinairement discrètes, menées sous la gouverne du Qatar entre la Russie et l'Ukraine, pour permettre la navigation en mer Noire des bateaux qui transportent des céréales, qui transportent aussi des ressources premières, des matières premières, et faire en sorte que de part et d'autre, on n'attaque plus les infrastructures énergétiques, tant les Ukrainiens que les Russes, qui récemment ont fait payer très cher aux Ukrainiens certaines des attaques qui ont été faites justement en sol russe sur les installations pétrolifères. Et là, c'est l'ensemble des infrastructures électriques et du transport d'électricité en Russie qui est non seulement, pas en Russie, pardon, en Ukraine, qui est non seulement menacé, mais qui est très amoché. Et les Ukrainiens voient arriver l'hiver en se disant il faut faire quelque chose. Et là, il y a des petits indices, de petites indications qui ont été envoyées parce que ces négociations discrètes au Qatar ont été évidemment torpillées par l'intervention en territoire russe des Ukrainiens. À partir du moment où les Ukrainiens sont rentrés dans la région de Koursk, bien évidemment, les Russes ont dit, peut-être qu'on est moins intéressé qu'on l'était à discuter de ces enjeux de transport et d'infrastructure énergétique. Et là, soudainement, M. Zelensky, cette semaine, laisse entendre qu'il serait peut-être bon pour les deux parties d'arriver à une espèce de modus operandi. Est-ce que ça pourrait devenir le premier pas vers une négociation plus élargie qui permettrait de s'asseoir et de prendre la mesure de la situation, l'état des lieux, et peut-être négocier. Ma théorie ou mon intuition depuis un certain temps, c'est qu'à un moment donné, la ligne de front va s'arrêter. Ça va ressembler peut-être à la situation de guerre larvée ou de paix jamais signée entre les deux Corées. On arrive à un moment donné à une frontière qui n'est pas la frontière idéale des deux pays ou même reconnue, mais on se dit, on va arrêter là. Est-ce que ça pourrait arriver dans le cas de la Russie et de l'Ukraine qui ensemble pourraient s'asseoir sans reconnaître la défaite ou la victoire? Évidemment, du point de vue des Russes, ça serait une victoire parce que leur objectif sur les 4 provinces qui étaient dans leur collimateur, qu'ils voulaient protéger, le contrôle est à peu près absolu maintenant. Puis il y a eu un référendum, évidemment pas reconnu par la communauté internationale, qui en fait maintenant des territoires russes. Alors, est-ce que cette reconnaissance de facto serait une victoire pour la Russie? J'en sais rien, mais c'est évident qu'il y a une petite porte qui s'est ouverte, dont on n'a pas beaucoup parlé et qui témoigne peut-être d'un appétit plus grand de la part de M. Zelensky pour quelque chose qui pourrait ressembler à des négociations. À ce jour, il était intraitable et les conditions qu'il mettait de l'avant étaient évidemment irrecevables pour les Russes qui ne vont pas reculer, revenir en arrière compte tenu des gains qu'ils ont faits au nom du début des négociations. Je pense qu'avant toute chose, ils vont dire, parfait, nous, on s'assoit sur ce qu'on a,
peut-on parler? Et c'est peut-être ce qui va arriver. Ouais. Mais parce que c'est mince, il ne faut pas faire trop d'espoir, mais il y a quelque chose qui s'est passé symboliquement qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Une des nouveautés dans cette guerre-là, c'est la présence aux côtés des Russes des soldats nord-coréens. Oui. C'est le Pentagone cette semaine qui nous apprenait qu'ils ont vu se déplacer à peu près 3000 soldats nord-coréens qui seraient allés rejoindre les soldats russes et qui seraient prêts à participer peut-être au combat aux côtés des Russes dans cette guerre contre l'Ukraine. C'est le fruit tangible d'une entente qui a été signée entre Pyongyang et Moscou au printemps dernier. M. Poutine, je ne sais pas si tu t'en souviens, s'était déplacé pour aller dans la capitale nord-coréenne. On pensait qu'il voulait des missiles, on pensait qu'il voulait du matériel. Il n'y avait jamais été question lors de cette rencontre-là. Remarque que je ne suis pas ça d'aussi près que toi, mais moi, je n'avais pas vu qu'il y avait été question de troupes, d'amener des soldats. L'article 4 du nouveau pacte qui a été signé entre les deux pays prévoit qu'en cas d'agression de l'un ou l'autre des signataires, donc de la Corée du Nord ou de la Russie, que le pays partenaire peut venir prêter main forte. Et dans ce cas-ci, on présume que c'est l'incursion ukrainienne en territoire russe à Kursk qui a déclenché que la Russie a été agressée. Oui, je comprends. Exactement. Oui. Elle l'est. Okay. Alors, évidemment, c'est insignifiant à la grandeur du territoire russe. Tu as raison d'en rire peut-être, parce que c'est clair que la Russie n'est pas menacée. C'est une initiative qu'on n'avait pas vu les Ukrainiens prendre. Alors, est-ce que stratégiquement, ça les avantage ou au contraire, ça les a désavantagés? Est-ce que c'était même une espèce de piège que tendaient les Russes aux Ukrainiens en disant ici, on a le front ouvert et on les laisse entrer, puis après ça, on peut faire ce qu'on veut avec les soldats qui sont sur place? C'est évidemment d'un point de vue politique pour M. Poutine, moi je pense que ça n'a pas été un très, très grand succès, mais ce qu'on a vu, c'est que ça a déclenché cette mécanique. Une manière de rappeler que au-delà de toutes les affaires symboliques, évidemment, est-ce que c'est l'allié idéal, la Corée du Nord? Je pense probablement pas, mais quand on est en guerre, est-ce qu'il y a de mauvais alliés? Probablement pas non plus. Et ça permet, une fois encore, à M. Poutine de dire, mais voyez-vous, on a signé cette entente et ce n'était pas du vent, puis ce n'était pas qu'un simple support logistique et technique, c'est aussi des soldats qui pourraient venir se joindre à nous. Je pense pas que ça change le cours de la guerre, mais c'est parce que ça compte aussi la guerre psychologique ou la guerre symbolique. C'est une manière de dire très bruyamment, on est appuyé dans ce combat, encore une fois, même si ce n'est pas le meilleur des alliés. Il faut comprendre que les Chinois qui font beaucoup pour la Russie, parce qu'il y a aussi une entente de coopération entre les deux. Plus économique, là, ouais. Ils sont beaucoup plus parcimonieux. Et en ce moment, on l'a vu à Kazan, au sommet des pays du BRIC, où la Chine était présente, 35 chefs d'État autour de M. Poutine. Là aussi, ça comptait pour lui, pour son image de marque. Et pas que des pays des BRIC, il y avait aussi la Turquie qui était présente, d'autres puissances, donc. Et la Chine qui met la pédale douce sur les questions militaires, je pense, serait soulagée de voir le conflit se solutionner en Ukraine, puis à défaut d'être solutionné, se stabiliser, et qui continue à pousser avec le Brésil une entente de paix qui a quand même réuni plusieurs pays aux Nations Unies en septembre dernier. Quand je dis aux Nations Unies, c'est dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle session aux Nations Unies que le Brésil et la Chine sont revenus en force avec cette idée de médiation. Pour l'instant, M. Zelensky, l'Ukraine dit que c'est irrecevable. Est-ce que les choses pourraient changer? Peut-être. En fin de semaine, Donald Trump va être au Madison Square Garden, au cœur de New York, à 10 jours de l'élection, pour sa campagne. Oui, on a l'impression d'un match de boxe ou d'un rendez-vous avec lui-même, peut-être. Je crois que c'était un fantasme qu'avait M. Trump d'être au Madison Square Garden. Ça risque d'être à guichet fermé. Et plusieurs se demandent, on a eu, je pense, cette conversation aussi, pourquoi aller à New York, qui est un État que les démocrates... Parce qu'il ne gagnera pas l'État de New York, là. Il ne gagnera pas l'État de New York. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir du retentissement. Et on peut penser que dimanche, une partie de l'attention totale va être tournée vers New York, Madison Square Garden, ce rassemblement politique avec ambition pour Trump, évidemment, de marquer des points un peu partout. Mais ce que fait Trump en ce moment, c'est de se présenter dans plusieurs États où les chances sont probablement nulles, comme tu le dis, mais aussi dans des États qui
théoriquement, sont en dehors de la portée du candidat républicain, mais pourraient peut-être, à la limite, être jouables. Je pense entre autres au Nouveau-Mexique. C'est un État qui devrait être démocrate, puis là, il y a des sondages qui semblent montrer que c'est beaucoup plus serré. Comme par hasard, M. Trump est allé à Albuquerque. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il repousse la zone grise. Il y a une carte qui est indiscutablement rouge, appelons-la comme ça. Alors, c'est peut-être la zone mauve entre les États bleus et les États rouges. Le Nouveau-Mexique fait partie de ceux-là. Puis de se présenter gonflé à bloc, comme il le fait en Californie et aussi à New York, c'est un message qui rappelle à tous: j'ai peur de rien et je suis compétitif partout, même si c'est pas vrai. C'est ce qu'il veut faire entendre. Et en ce moment, dans les derniers jours de campagne, je pense que ça porte et ça va continuer de porter. Alors que Mme Harris, cette semaine, bonne semaine pour elle, déploie tous ses outils. Ça va être une visite au Texas, par exemple, avec Beyoncé. Texas qui est théoriquement pas non plus à la portée des démocrates, mais s'ils le font, c'est un peu la réponse du tac au tac à M. Trump, c'est de dire: il n'y a pas de territoire où on n'est pas invité, il n'y a pas de territoire où on pense qu'on ne pourrait pas marquer des points. Et en ce moment, au Texas, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est la lutte au Sénat, où Ted Cruz, le républicain souvent insolent pour ses adversaires démocrates, serait, je le mets au conditionnel, menacé. Alors, Mme Harris aussi, ce qu'elle fait, c'est de dire à ses alliés politiques, parce qu'on ne gouverne pas seul: je viens vous aider. Je viens au Texas pour appuyer notre candidat au Sénat et je prétends que j'ai des chances. Et elle a certainement des chances à la grandeur du pays. Au Texas, je ne le sais pas. Mais on va suivre ça en fin de semaine. Merci Stéphane. À lundi. Mario, Au revoir. bonne fin de semaine.